beaucoup des écoles, hein, souvent soit à charge de la mairie quand elle a la volonté de le faire, sinon c'est peut-être même des fois sur la coopérative scolaire. Voilà, et je finis avec la piscine parce que je suis très attachée au savoir nager. C'est une catastrophe dans notre département. On manque de piscine et on manque aussi de transport scolaire pour pouvoir apprendre à nager. Priorité à Pierre pour répondre. Allez, donc je vais éviter le tunnel. Alors, sur la question du périscolaire, et je vais le lier à l'extrascolaire, c'est vraiment une question fondamentale. Parce que là, on est au cœur des leviers dont disposent directement les collectivités locales. Pourquoi? Moi, je suis enseignant, hein, j'étais enseignant pendant 20 ans, enseignant au lycée professionnel, enseignant d'histoire. Donc c'est vrai que moi j'avais un focus quand même très institution éducation nationale, je ne vais pas m'en cacher. Et ce mandat m'a permis véritablement de découvrir des faces cachées du monde éducatif, dans sa richesse et dans sa complexité. Et je vais vous partager une expérience. On a des cités éducatives à Marseille, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ce sont des alliances. Oui, vous en avez, donc je ne vais pas rentrer dans la définition. En tout cas, c'est vraiment un lieu de coopération et de partenariat entre différentes institutions sur des projets communs et avec la mise en commun de budget. Et donc, un jour pendant les vacances, je vais à la rencontre d'enfants qui bénéficient donc d'une activité et je lui demande alors qu'est-ce que tu as fait pendant les vacances et en fait, s'il n'avait pas été dans cet atelier qui était un atelier de programmation musicale par le numérique, eh bien en fait il n'aurait rien fait, il serait probablement resté chez lui. Alors j'entends la question des inégalités entre villes, d'accord, mais entendez aussi cette question qui est fondamentale, qui est que finalement, moi durant mon mandat, j'ai constaté que les plus fortes inégalités ne se faisaient pas tant sur le temps scolaire, parce que finalement, on a des enseignants, alors je ne vais pas nier le fait que dans certaines régions, il y a une vraie difficulté à remplacer les enseignants et que du coup, ça crée des inégalités, ça je ne vais pas le nier, mais on a des enseignants qui sont formés, qui ont un programme national, et grosso modo, finalement, les enfants vont recevoir un enseignement identique, homogène sur le temps scolaire. Par contre, là où se creusent les plus fortes inégalités, c'est sur le périscolaire et l'extrascolaire. Et là, en fait, les collectivités locales ont des leviers directs pour pouvoir mettre en place une politique éducative volontariste de manière à corriger ces effets et de permettre à des gosses de partir en colonie de vacances, d'avoir un centre aéré le mercredi où il va pouvoir mener des activités parce qu'il n'a pas forcément la chance d'avoir des parents qui ont les moyens de le faire ou ne serait-ce de s'autoriser à le faire. Et donc c'est pour ça que la question périscolaire, extrascolaire est fondamentale. Et c'est vrai que force est de constater que dans cette situation, qui je pense n'a pas été bien saisie au niveau national, eh bien la situation de la filière de l'animation est dans un état catastrophique, avec des contrats qui ne sont pas forcément toujours compatibles, avec une formation qui est insuffisante, très insuffisante, avec des associations d'éducation populaire qui ont du mal en fait à recruter des animateurs et des animatrices qualifiés avec le BAFA. Donc je dirais que l'un des enjeux des collectivités locales, c'est bien de structurer, d'être en capacité de structurer une filière locale, et c'est vrai que Paris a un peu ouvert le chemin, Lyon et d'autres communes comme Gentilly ont investi énormément dans la filière animation. Moi, je vais vous ramener à Marseille. Quand on est au début du mandat, en fait, des activités périscolaires sur la pause méridienne, il n'y en a que 2 jours par semaine pour 4 jours d'école. Bon. Donc, vous voyez que dans ce contexte, de structurer une filière d'animation, ça prend du temps. C'est ce que nous sommes en train de faire, petit à petit. Nous avons déjà multiplié par 2 le périscolaire sur la pause méridienne. Et c'est déjà un plus, ça se ressent dans les apprentissages parce que finalement les enfants retournent en classe et sont mieux préparés à pouvoir apprendre avec les enseignants. Bref, ce sont finalement toutes ces politiques que les villes peuvent mener
directement et pour lesquels elle dispose des leviers, mais chaque contexte est différent parce que chaque histoire est différente également. Et j'entends cette question de l'inégalité selon les communes, mais entendez aussi cette question de l'inégalité entre les enfants. Sur la question des transports et du sport et des tarifs, je vais essayer de faire très très rapide, je suis désolé. Nous, pour la cantine, le périscolaire chez nous est gratuit sur la pause méridienne, pas le soir, pas le matin, mais on a des études surveillées gratuites et on a des ateliers de soutien scolaire, enfin c'est plus que du soutien scolaire, hein, qui sont également gratuits. Donc on a des activités gratuites pour les familles le soir, à midi, et la cantine, on a une tarification de gratuité également, parce que comme vous le savez, à Marseille, le contexte social est parfois très très compliqué, et toi tu disais que c'était le seul repas équilibré pour certains enfants, mais moi j'ajouterais c'est le seul repas tout court pour certains enfants, et donc la question de l'alimentation, c'est là où on partage la même ambition, est une question qui est fondamentalement sociale. Sur les transports, évidemment, je peux vous envoyer les articles de presse sur l'état des transports à Marseille. Hein. Bon, je pense qu'on n'est pas venu ici pour en discuter. Je suis président de la Caisse des écoles. Je ne sais pas si vous connaissez la Caisse des écoles, c'est un établissement public. Établissements publics qui ont été créés à la fin du 19e siècle, quand l'école, enfin, l'instruction est devenue gratuite, obligatoire et laïque. Et très vite, en fait, on s'est rendu compte que les enfants des classes populaires, même si l'école était obligatoire, n'avaient pas forcément les moyens d'y aller. Et donc, on a créé ces établissements publics à la fin du 19e siècle. Et donc, Salle de Marseille existe toujours. J'en suis le président et un président très honoré d'avoir exercé cette fonction. Nous, on a pu réformer cette institution qui n'avait plus vraiment de sens pour la mettre vraiment à disposition des enseignants, notamment, je vous parlais tout à l'heure des parcours éducatifs, mais sur le budget des transports, c'est 1,5 million qu'on met chaque année pour permettre justement à des enfants de se déplacer à la bibliothèque, au musée ou des activités en plein air. On a notamment sur la question sportive travaillé là également conjointement avec l'éducation nationale sur un plan sport à l'école, et donc là on a mis tout le monde autour de la table. On a mis la jeunesse, la jeunesse et sport, l'éducation nationale, l'ANS, bref, l'ensemble des services de la ville qui pouvaient proposer une activité sportive, et donc on a pu constituer, mettre en œuvre un plan sport à l'école qui justement favorise la pratique sportive. Donc c'est de permettre à un maximum d'enfants de pouvoir savoir nager. Ça faisait partie de nos priorités. Nous avions effectivement identifié 4 priorités, savoir nager en faisait partie, la voile également, avec notamment la création du stade nautique qui nous permet aujourd'hui d'envoyer de nombreux petites Marseillaises et petits Marseillais apprendre à la voile. Donc là aussi, les villes disposent de leviers, de moyens, d'atouts pour pouvoir mener des politiques volontaristes dans ce sens. Désolé, j'ai essayé d'être court. Hein. Merci. Il nous reste 20 minutes, hein, 20-25 minutes au maximum. Et j'ai déjà 4 inscrits pour les questions, ça fait 5. Donc questions hyper courtes et nos intervenants, ils savent répondre de façon rapide aussi, mais pertinente. Allez, j'y vais. Bon, je ne suis pas du tout spécialiste dans le thème d'aujourd'hui, mais j'ai quand même des questions, parce que je n'ai pas entendu dans vos exposés respectifs, tous les 3. D'accord, le périscolaire, le mercredi, pendant les vacances scolaires, tout ça. Mais est-ce qu'il y a quand même, est-ce que dans les 3 cas qu'on a devant nous, là, est-ce que vous avez tenté du périscolaire le soir jusqu'à 20h, 21h pour l'aide aux devoirs? Alors je m'explique. Pas sur toute la ville, sur des quartiers bien précis, qui sont malheureusement abandonnés par la République, et où les enfants, après le périscolaire normal de 18h, se retrouvent seuls chez eux jusqu'à 21h, parce que parfois les familles ont des travaux qui font qu'ils sortent à 20, 21h, 22h, et peuvent faire de mauvaises rencontres. Alors, juste pas le dire, c'est pas un reproche, vous l'avez fait, pas fait, est-ce que ça a été tenté? Est-ce qu'il y a eu des pistes là-dessus? Là, c'est vraiment le périscolaire du quotidien pour les minots, pour éviter qu'ils soient en bas de l'escalier, dans le meilleur des cas, ou ailleurs. Je vais y arriver. Marie, je pense que, je sais pas, comme tu es dans une ville de
de banlieue parisienne, la question des horaires se pose aussi pour les parents qui rentrent tard. Moi, j'ai vécu en banlieue parisienne, donc pas très loin de chez Marie, et quand je suis arrivée à Lyon, j'ai été étonnée qu'on puisse faire garder nos enfants que jusqu'à 18h. J'ai fait donc effectivement, on l'a porté jusqu'à 18h30. Alors le périscolaire, attention, c'est donc une vie en collectivité. Je regarde les enseignants parce que je sais que là-dessus il y a beaucoup de discussions, mais il y a donc en fait c'est aussi une journée très longue pour les enfants. Voilà. C'est-à-dire que nous, par exemple, ils peuvent arriver à l'école à partir de 7h30 jusqu'à 18h30. Il y a peut-être des questions effectivement d'aide aux devoirs, etc. Mais je vous promets qu'à 18h30, un enfant, on n'arrive plus à être concentré pour faire ses devoirs. La question, c'est pas à l'école, c'est une structure. Oui, alors c'est plus du périscolaire, c'est ce qu'on appelle de l'extrascolaire dans ces cas-là. En fait, le périscolaire, c'est après l'école, pendant l'école, par exemple, sur la pause méridienne, etc. Alors, en fait, nous, on est en train de réfléchir là-dessus, notamment pendant les périodes de vacances. Alors, il y a des clubs, hein, après, il y a toutes les activités sportives, etc. Les MJC, les centres sociaux sont très mobilisés sur ça. Pendant les vacances, en fait, on voit bien que nos activités en journée, notamment en matinée, ne concernent pas les jeunes. Enfin, les jeunes ne viennent pas. Le matin, ils dorment, voilà. Par contre, dès qu'on fait des choses de 18 à 22 heures, là, on a les jeunes qui arrivent pendant les vacances. Donc, on est plutôt en train de réfléchir sur ce type de dispositif, notamment avec les cités éducatives, parce que là, on parle de loisirs éducatifs. Et en fait, c'est voilà, parce qu'il y a une très forte demande, notamment dans les quartiers. On l'a fait dans 2 quartiers à Lyon, Lyon 8 et à la Duchère dans le 9e, où on mobilise tous les clubs, on les finance pendant une partie des vacances d'été, et de 18 à 20 heures. Et ce qui est très drôle, enfin ce qui est très intéressant, c'est que les jeunes viennent d'abord tout seuls, et après il y a les parents qui arrivent. C'est-à-dire qu'en fait, on a créé des sortes de lieux d'accueil pour les parents également, et les parents viennent, et ça devient assez intéressant, parce que dans le rapport social que ça peut créer, dans le lien social que ça peut créer sur les... Mais là, effectivement, ce n'est pas qu'une question éducative, c'est une question sociale également sur ce sujet-là. Je ne sais pas, Marie, si toi, tu as des expériences pour ça. Non, bah, nous, c'est la même chose, hein, pour les enfants d'école élémentaire. Nous, on s'y refuse. On considère que effectivement, il y a quand même le respect du temps de l'enfant qui, quand il arrive à 7h30 le matin, bah, on ne peut pas le garder jusqu'à 20h. Déjà 18h30, oui, c'est des journées quand même assez conséquentes. Donc non, ça peut être pendant les vacances parfois, voilà, sur des moments vraiment spécifiques, des veillées, des choses comme ça. La question, c'était vraiment sur une structure municipale. Oui. Qui soit présente dans un quartier bien précis par rapport à des difficultés qui font que les parents ne seront pas là avant 21h. Ce sera pas du périscolaire. On va financer plutôt les associations d'école. Exactement. Ça peut être de l'aide aux devoirs, de la lecture, c'est des centres oui. Comme il y a les gens en face chez toi. Mais voilà, est-ce que municipalement, ça a été pensé, essayé? Donc c'est pas du périscolaire, c'est pas sur le périscolaire ensuite de l'école. Après, effectivement, nous plutôt pour la jeunesse, il y a des éducateurs plutôt, dédiés aux jeunes dans les quartiers qui parfois peuvent être présents. Et là, on fait effectivement une expérimentation avec une association dans un quartier autour d'une salle de quartier pour essayer d'avoir de la présence. Mais c'est au stade d'expérimentation, mais c'est quand même plutôt pour les un peu plus âgés que les 6-11 ans qui normalement sont quand même moins laissés dans la rue que les un peu plus jeunes, un peu plus âgés. Oui, bonsoir, Pedro Costa. Donc le thème de la conférence de ce soir, c'est l'éducation. Ça a été dit très justement par chacun d'entre vous, l'éducation, c'est tout le temps et c'est partout. C'est à l'école, c'est dans le périscolaire et c'est dans l'extrascolaire. Dans l'extrascolaire, il y a les parents. Nous en avons été témoins à plusieurs reprises, notamment samedi, quand nous sommes allés dans le quartier de la Beaucaire. Il y a un lien évident entre échec scolaire et logement. Est-ce que dans vos communes respectives, vous avez mené des politiques de logement dans une perspective de réussite scolaire? Et si oui, avez-vous pu quantifier les résultats? Je pose la question parce que dans certains quartiers où il y a des familles nombreuses, les logements ne sont pas adaptés, ils sont 4-5 familles dans des T2, T3,
les enfants n'ont pas les moyens de faire leurs devoirs scolaires. C'est vrai pour la primaire, mais c'est vrai aussi au collège et au lycée, dans des bonnes conditions. Il y a des témoignages de parents où leurs enfants sont obligés de faire leurs devoirs dans la salle de bain ou dans les toilettes. Pour bien travailler à l'école et en dehors, il faut pouvoir se reposer la nuit. Pour cela, il faut avoir des lits, il faut avoir des chambres pour chacun des enfants. Il y a un lien évident entre la réussite scolaire et le logement. Donc je vous pose ma question, avez-vous mené une politique de logement dans une perspective de réussite scolaire? Alors, ça ne vous a pas échappé que l'autre sujet qui a été très médiatisé à Marseille après l'école, c'est le logement. Pour le malheur de 8 personnes. Ça a été effectivement un traumatisme dans la ville et ça fait partie des politiques publiques qui ont été menées de manière volontariste depuis 6 ans. Sachant que le logement, c'est une compétence partagée. Vous avez la métropole, vous avez l'État, et donc on entre là dans la complexité des rapports institutionnels. Pour autant, on y arrive. Tout à l'heure, je vous ai parlé du plan école et des différentes parties qui le composaient. Dans l'enveloppe de l'État, pour 400 millions, il y a à peu près la moitié, il me semble, qui vient de l'ANRU, de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Et donc, évidemment, nous, on a lié les deux sujets. Et les écoles que nous avons lancées en premier sont dans ces quartiers-là. Les Égalates fait effectivement partie, celle qu'on va inaugurer demain, fait partie de ces écoles que nous avons lancées dès le début du mandat, qui se situent dans une zone de rénovation urbaine. Et bien sûr, ça participe, en fait, de créer les conditions propices à l'apprentissage, mais à la vie tout court, en fait, parce que c'est aussi le retour du service public dans ces quartiers. Et donc, c'est fondamental et c'est important. Et ça participe, comme vous l'avez dit, à l'éducation et à l'émancipation des enfants qui y vivent. Sur la question du logement et du lien avec, je dirais, la réussite éducative, là aussi, nous avions un autre problème qui était les copropriétés privées. Parce que le plan de rénovation urbaine qui se fait à Marseille et qui est historique, hein, c'est pour plus de 2 milliards. D'accord ? Et donc c'est un travail considérable qui a été lancé. Eh bien nous avions également, nous, un problème, et c'est peut-être le cas ici à Toulon ou ailleurs, avec des copropriétés privées très dégradées. Et donc par exemple, aujourd'hui au conseil municipal, nous avons voté la possibilité d'intervenir directement sur ces copropriétés privées dégradées. Donc en fait, il y a des solutions, il faut juste se retrousser les manches et travailler. Excusez-moi, je vais juste donner, je me permets. La question de la rénovation urbaine qui peut, par exemple, influer sur la mixité. Je vais juste vous donner un exemple. Peut-être vous connaissez ce quartier à Lyon qui s'appelle la Duchère. La Duchère, sous les mandats précédents, a bénéficié d'une rénovation énorme, justement par l'ANRU. Et dans cette rénovation, ils ont oublié les écoles. Et je peux vous promettre qu'à la Duchère, désormais, il y a une très belle mixité, pas dans les écoles. Donc, en fait, la question de la mixité dans l'environnement de l'école n'entraîne pas forcément la mixité dans l'école. Et ça, donc, en fait, c'est tout ce qui en découle après sur la question de la réussite éducative scolaire, etc., etc. Donc, en fait, il faut que l'école soit au cœur aussi de la rénovation urbaine. Et je pense que c'est ce qui se passe à Marseille. En fait, on ne peut pas rénover un quartier et dire « Ah ben non, les écoles, c'est la compétence de la ville. » Il faut vraiment penser tout l'écosystème de vie des habitants, en fait. Et voilà, donc je vous dis juste cet exemple qui, pour moi, est très, très significatif, en fait. Vous avez dit plein de choses très, très intéressantes, et en particulier que l'éducation, ça s'adresse à tous les temps de vie de l'enfant. Alors, j'ai apporté un petit schéma, je vous en laisserai des photocopies à la sortie si ça vous intéresse, sur qu'est-ce que l'école, quel est le pourcentage de l'école pour la vie d'un enfant. Eh bien, vous serez peut-être étonné, mais c'est 10%.
l'enfant passe 10% de son... Eh oui, je vois qu'il y en a qui froncent les sourcils. Un enfant ne passe que 10% de son temps annuel dans l'école, ne serait-ce que parce que l'école fonctionne qu'un jour sur deux et quelques heures seulement par jour et quelques jours seulement dans la semaine. Donc je vous laisse ça à disposition, vous pourrez le prendre. Vous voyez sur ce schéma qui est en couleur, le temps scolaire c'est ce qui est orange. Donc c'est très très peu, vous l'aurez en... Voilà. J'ai une question. Tout à l'heure, quand Magali Brunel a présenté la première diapo, en haut à droite, il y avait marqué l'éducation, c'est aussi l'accompagnement socio-éducatif des adolescents et des jeunes adultes. Donc ma question, elle est la suivante. Vous nous avez très bien expliqué pour les enfants jusqu'à 11 ans, mais que faites-vous pour l'éducation des enfants? Parce qu'un enfant, c'est un individu de 0 à 18 ans, définition de l'ONU. Donc que faites-vous pour les enfants qui sont au-delà de l'école primaire? Alors pour les enfants au-delà de l'école primaire, nous on a un lieu dédié, on a 2 lieux dédiés en réalité. On a un point information jeunesse où là les jeunes peuvent venir, les jeunes adolescents et même un peu après jusqu'à 25-30 ans peuvent venir, voilà, jeunes adultes pour tous les sujets d'accès au droit. C'est-à-dire, ça peut être rechercher un stage, se faire aider dans l'orientation scolaire si ils vont aller au lycée, et ensuite chercher un travail, etc. Il y a ce lieu-là. Et après, il y a nous ce qu'on appelle le point J, le point jeunesse, où c'est un peu le même format qu'un centre, un accueil de loisirs, mais pour les adolescents. Et donc là, c'est un lieu qui est dédié et où ils peuvent venir. Après, très honnêtement, c'est beaucoup plus compliqué de conserver les jeunes à l'adolescence qui viennent fréquenter ces lieux-là que lorsqu'ils sont enfants. Alors nous, on essaie de développer des ponts, notamment à la maison de l'enfance. Il y a par exemple, il y a vraiment un espace dédié au CM2. On essaie de les faire aller au point J, on essaie de travailler pour faire en sorte de pouvoir, disons, conserver le plus longtemps possible le lien entre la municipalité et les jeunes. Mais on voit bien, et comme beaucoup de villes, qu'on arrive aussi au bout, en quelque sorte, d'un cycle dans le rapport à la jeunesse. Et nous, on est en train de remettre sur le métier, en fait, toute la politique jeunesse, essayer de se réinterroger sur la manière dont ça fonctionne, typiquement ce point J, pour ouvrir une nouvelle dynamique. Alors, je vous propose un tout petit changement de programme parce que notre tête de liste Magali a une urgence absolue et elle doit partir à 20h. Elle souhaitait bien entendu donner sa conclusion. Ce que je vous propose, c'est qu'on lui laisse la parole, combien, 3 minutes, 4 minutes, 2 minutes, pour qu'elle donne sa conclusion. Et après, nous reprendrons le cycle des questions avec toi. Je suis désolé. Magali. Alors c'est pas une conclusion, c'est une façon peut-être de relancer et puis vous relancerez de manière conviviale surtout la discussion tout à l'heure. Je pense que on est tous convaincus en sortant de cette réunion, même si elle n'est pas encore terminée, que effectivement la question éducative elle est extrêmement transversale et qu'elle contamine tous les sujets et tous les dossiers. Et que la question écologique, la question économique, la question du logement, la question du transport, tout cela est traversé par des questions éducatives et en même temps l'éducation conditionne la réussite ensuite de beaucoup de ces secteurs-là. Donc c'est évidemment un enjeu central pour nous qui allons proposer un projet pour Toulon que de se mobiliser pour l'éducation. Christophe en parlera un peu plus précisément et concrètement tout à l'heure. Ce qui est certain, c'est que la pauvreté à Toulon, les quartiers politiques de la ville, la ségrégation scolaire, ce sont des réalités. Et qu'on a bien vu que d'autres villes ont trouvé les solutions, se sont confrontées, ont pris de face en quelque sorte ces questions et ont résolu des grandes difficultés et ont produit de belles réussites. C'est tout ce qu'on espère pour Toulon. Je pense que en sortant de là, on a des idées très précises sur ce qui pourrait être fait.
notamment en termes de partenariat avec l'État, hein, d'engagement fort de la ville sur des sujets où habituellement elle n'est pas obligée d'aller, mais où il faut qu'elle aille. C'est dans cette orientation-là, bien sûr, que nous souhaitons aller. Un gros projet ANRU autour du logement, du bâti scolaire et de la question des lieux d'éducation pour la jeunesse, par exemple. Une grande question de partenariat avec tous les acteurs de l'écologie, de l'alimentation, de l'agriculture et des producteurs locaux pour réfléchir à la question des cantines et de la santé. Un gros sujet aussi autour du patrimoine local, des lieux de culture et des lieux de loisirs et de sport. On a la mer à Toulon, on a un patrimoine extrêmement riche. Tout est à bâtir. Tout n'est pas à faire à partir de zéro, mais on a un boulevard devant nous d'imagination et de créativité. Je compte sur vous, nous comptons sur vous pour tirer de ces belles expériences des projections utiles pour les Toulonnaises et pour les Toulonnais, pour nos petites Toulonnaises et nos petits Toulonnais qui sont l'avenir de la ville. Merci d'avoir été présents, je vous laisse poursuivre. Bonsoir, j'ai une question en fait concernant l'extrascolaire sur le handicap. Est-ce que vous avez été confronté à cette problématique? Est-ce que vous avez mis en place quelque chose pour accueillir des enfants handicapés hors des temps scolaires? Parce que pour ce qui est scolaire, c'est bien ficelé, mais au niveau de l'extrascolaire, moi j'ai eu la chance, c'était très bien ficelé. Mais pour ce qui est de l'extrascolaire, qu'est-ce que vous avez pu mettre comme outil pour les... L'extra et le périsco, parce que l'extra, moi j'ai eu de la chance parce que ça dépendait d'une directrice d'école qui était formidable, mais j'ai eu cette chance-là, c'est pas le cas de tout le monde. Ben oui. Mais voilà, l'extra, moi ça a été, mais c'est surtout l'extra, pardon, mais le périscolaire ça allait, mais c'est surtout l'extra scolaire. Alors, je crois que la question de l'école inclusive, mais de l'inclusivité en général, elle se pose à notre société française aujourd'hui de façon très forte. On sait combien la promesse de l'école inclusive n'est quelque chose qu'on n'atteint absolument pas. Et je pense que l'éducation nationale a une très grande responsabilité là-dessus. Je ne parle pas des enseignants et des directions d'école, mais vraiment le ministère. Je vais vous parler un peu du cas lyonnais. En fait, à Lyon, on a une chance extraordinaire, c'est qu'on a la délégation de santé scolaire. C'est-à-dire que la ville de Lyon exerce la médecine scolaire au lieu que ça soit l'éducation nationale. Et donc, on a un service médico-social qui est attaché à la direction de l'éducation de la ville de Lyon. Et on a 80 professionnels, médecins, infirmières, assistantes sociales qui sont complètement territorialisés sur l'ensemble du territoire lyonnais. Et donc, dans tout ce qui est accompagnement à la fois des équipes pédagogiques, mais aussi sur les temps périscolaires et extrascolaires, elles interviennent. Ce sont des femmes essentiellement. Et donc, sur les diagnostics, sur les PAI, mais également, effectivement, sur les dispositifs spécifiques, notamment auprès des AESH, sur les dossiers MDPH, MDMPH chez nous, puisque c'est la métropole, etc., etc., elles sont là. Et ça, c'est quand même une richesse considérable à Lyon. Alors, sur vraiment la question spécifique du handicap, nous, on forme nos équipes périscolaires. Mais comme je disais tout à l'heure, le turnover, en fait, on les forme, et puis dans l'année, à la fin de l'année, ils repartent. Donc, en fait, on est en formation permanente. Donc, c'est un peu le souci. Sur l'extrascolaire, donc, moi, ce que j'appelle l'extrascolaire, peut-être qu'on n'a pas la même définition, c'est les petites vacances, et c'est les écoles, les vacances, voilà. En fait, voilà, les centres aérés, par unité locale de centre aéré, donc dans tel ou tel endroit, etc., on a un référent handicap qui est formé sur ça. Et donc, effectivement, on a multiplié sur le mandat dans des
proportion assez importante l'accueil des enfants en situation de handicap. Moi, je porte une accessibilité universelle. C'est-à-dire que non seulement bâtimentaire, c'est obligatoire, c'est réglementaire, hein, voilà, mais également à la fois dans nos pédagogies et dans nos méthodes éducatives. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'il faut qu'il y ait une seule personne formée, mais l'ensemble des personnels qui soient formés pour recevoir ces enfants. Parce que je pense qu'à partir du moment où on reçoit, il y a des besoins spécifiques d'un enfant handicapé ou autre chose en fait, ou d'un autre besoin spécifique, et bien à partir du moment où on forme les personnels éducatifs sur ces questions-là, tous les enfants en sont bénéficiaires. Je vous parle d'une chose, on est en train d'installer des salles de répit. C'est à la demande de l'éducation, des professionnels de l'éducation nationale, notamment dans les classes où il y a des dispositifs Ulysse. Je ne sais pas si vous connaissez les hors enseignants, peut-être que voilà, les dispositifs Ulysse, ce sont des unités locales d'accueil d'enfants en situation de handicap. Et donc, on a de plus en plus d'enfants en situation de handicap autistes, avec des comportements et des émotions qui font qu'à un moment donné, ben, ils vont monter en émotion, etc. Et donc, nous, comme on a, entre guillemets, des écoles qui baissent en termes de fréquentation, puisque à Lyon, on a une baisse de la démographie scolaire, eh bien, on a des espaces qui se libèrent, et donc on a décidé de créer ces salles de répit, d'abord là où il y avait des unités Ulysse, et en fait, on s'est aperçu que tous les enfants bénéficient. Un enfant, à un moment donné, en collectivité, des fois, ben, il pète les plombs, hein, voilà. Donc, en fait, un enfant, entre guillemets, dit ordinaire, peut y aller. Les enfants du périscolaire, les professionnels du périscolaire ont commencé à les utiliser. Et comme nous, l'extrascolaire se passe aussi dans les écoles, eh bien, l'extrascolaire a utilisé ce terme de dispositif. Donc, en fait, on est en train de mutualiser tout ce qu'on met en place sur la question du handicap. Maintenant, il y a le problème quand même de l'institutionnalisation, enfin, et de ce passage de la fermeture des IME, hein, qui pose quand même énormément de questions. Moi, j'entends les parents qui nous disent « mais nous, on veut absolument être en milieu ordinaire, enfin, on veut que notre enfant soit en milieu ordinaire ». Maintenant, on sait et on partage avec l'éducation nationale et collectivités territoriales, hein, les difficultés sur certains enfants et des handicaps très très lourds. Donc c'est en fait où on va mettre le curseur. Et sur la question des AESH, donc des accompagnements des enfants en situation de handicap qui sont rémunérés par l'éducation nationale sur le temps scolaire, il y a une loi qui est sortie qui s'appelle la loi Vial, où l'éducation nationale doit en prendre en charge effectivement le temps de la pause méridienne. Bon, très clairement, je vais vous le dire très franchement, hein, ce n'est absolument pas effectif dans 97-98% des collectivités territoriales. Donc je crois que c'est le cas à Marseille, c'est le cas à Lyon, excuse-moi Marie, mais comme je te... voilà, nous prenons en charge les suivis individuels ou collectifs en fait de certains de ces enfants-là sur les pauses, sur les temps méridiens, les temps périscolaires et les temps extrascolaires. Merci Stéphanie. Une dernière question et après, oui, c'est pour toi. Et après, on ira boire un verre. Non, il y aura la conclusion, bien entendu. Ben, si vous voulez dire aussi un petit mot de conclusion chacun, il n'y a aucun problème. Alors, dernière question. Oui, bonsoir. On a connu plusieurs canicules, les ZFE ont été annulés, la pollution augmente. On entend parler d'un nouveau variant Frankenstein. Donc tout ça pose la question de la gestion, non pas des nouveaux établissements récemment construits qui sont bien structurés, mais des établissements existants qui doivent être réhabilités. Avez-vous des expériences là-dedans sur la protection contre les canicules, la ventilation des locaux, la filtration de la pollution, ce genre de choses? On a observé, en regardant des statistiques, là sur Toulon, il y a des établissements qui ont des taux de pollution urbaine assez importants. Comment filtrer? C'est des questions de santé publique, mais les enfants sont particulièrement fragiles par rapport à toutes ces problématiques. Alors moi, la question, c'est est-ce que vous avez des expériences là-dedans, ou des chantiers, ou des organisations qui permettent d'aborder ces questions-là un peu plus sereinement? Alors, sur la question du bâti scolaire, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, je ne suis pas forcément entré dans le détail, mais vous avez compris que les écoles telles qu'on les construit ou reconstruit
sont préparés pour faire face au réchauffement climatique et donc les canicules qui s'annoncent. C'est vrai que le mois de juin a été particulièrement dur. Alors, d'une certaine manière, le sud-est n'a pas été la zone la plus touchée par la canicule, puisqu'il s'agissait plutôt du sud-ouest et de l'ouest, du centre-ouest, pardon. Pour autant, nous, cet été, par exemple, à Marseille, nous avons fait des travaux de manière à pouvoir anticiper les canicules à venir. Et il y a un ensemble de travaux plus ou moins importants qui ont pu être mis en œuvre, poser des filtres, poser des brasseurs d'air, déterminer notamment dans les écoles maternelles des lieux de rafraîchissement, alors qui sont des lieux où à un moment donné les enfants peuvent échapper à la chaleur ambiante. Donc voilà, ça sont des exemples concrets que nous avons mis en place et que les autres villes mettent en place également. Je veux dire, c'est un dossier qui est complexe et forcément les solutions ne sont pas toutes cuites et ça demandera aussi un certain temps de pouvoir déployer les dispositifs qui nous permettront de faire face à ces canicules à venir. Et il y a un sujet qui est fondamental, qui est celui du coût. C'est-à-dire que nous, on bénéficie effectivement de ce plan école, qui est en partie financé par l'État, mais principalement quand même par les Marseillaises et les Marseillais. Mais pour autant, on a eu des positions fortes au niveau national, mais qui ne se sont pas forcément concrétisées localement par un appui. Il y a des villes, Marseille, est peut-être gênée par son gigantisme, mais vous allez avoir des communes rurales, des communes de plus petite taille, qui en fait ont énormément de difficultés pour pouvoir accéder à des fonds d'État, à des fonds européens, qui demandent une forme d'ingénierie dont ils ne disposent pas. Et donc on voit que ce problème complexe se pose à différentes échelles, y compris dans des communes plus petites, qui ne disposent pas forcément des ressources de manière à pouvoir engager des travaux. Mais je dirais même au stade de l'étude, parce que l'ingénierie n'existe pas. Donc c'est véritablement aussi un sujet qui, pour moi, doit être porté nationalement. C'est-à-dire que ce poids ne peut pas reposer uniquement sur les collectivités locales et territoriales. Et de ce point de vue, on a vu que le fonds vert était extrêmement compliqué à solliciter, puis finalement, les engagements n'ont pas forcément été tenus. Voilà, donc là, pour le coup, les villes disposent de moyens, mais elles n'ont pas non plus tous les leviers. Donc c'est pas un problème technique, c'est un problème de financement. Pas seulement, ça peut être un problème d'ingénierie, comme je vous le disais, c'est-à-dire que vous allez avoir des communes qui ne vont pas pouvoir accéder à des financements, parce que pour accéder à des financements, il faut faire des études, et elles ne disposent pas de l'ingénierie, en fait, pour pouvoir faire ces études. Et donc déjà, pour elles, la première marche de déposer un dossier n'est même pas réalisable. Et donc voilà, c'est pour ça que je vous dis c'est un problème complexe. Moi j'essaie de dézoomer et de sortir de la situation marseillaise parce qu'en fait c'est une situation qui concerne toutes les villes et qui concerne les petites communes comme les grandes communes. Sur la question de la santé, notre adjointe à la santé, Michel Rubirola, a mis en place une mission, une seule santé. Je sais qu'il y a différentes communes qui le font et qui visent justement à pouvoir traiter la question de la santé, qui n'est pas une compétence de la ville, d'accord, mais dont les villes peuvent s'emparer. Alors, à leur niveau, bien sûr, elles ne vont pas se substituer à ceux qui en ont la compétence, mais pour autant, on peut mener des actions. Et donc, cette mission d'une seule santé vise notamment à pouvoir traiter cette question de manière transversale en mettant autour de la table tous les acteurs, y compris sur la question des écoles. Et donc il y a différentes études, actions qui sont menées en direction des écoles. Ça va de la santé à la pollution, aux perturbateurs endocriniens. Voilà. Juste pour dire un mot, pour pas être long, mais sur la pollution dans les écoles, moi je pense qu'il faut aussi prendre en compte ce que disait le monsieur tout à l'heure sur le fait que les enfants ils passent 10% de leur temps seulement dans les établissements scolaires. Je
trouve que je comprends les politiques de capteurs, etc., vérifier la pollution à l'intérieur des écoles, toutes les méthodes de dépollution, mais typiquement sur la pollution liée aux voitures, je pense qu'il faut agir à la racine et que se dire que par une technologie supplémentaire, on va enlever la pollution générée par les voitures, c'est un peu, pour moi, prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire qu'il faut pas il faut faire réduire la pollution partout dans la ville et pour tout le monde, parce que les enfants, ils sont aussi dans la cour, dans leur appartement, dans la rue, etc. Et donc, il faut agir sur la source et pas chercher des nouvelles solutions technologiques. Juste par rapport à ce que vous disiez sur les petites communes, c'est peut-être pas pour Marseille ni pour Toulon, mais pour la personne qui était à l'accro, il y a le CAUE qui aide les petites communes justement. Le CAUE, en tout cas celui du Var, est très efficace pour aider les petites communes dans ce type de démarche. Bon, et le Fonds vert est plus consacré aux petites communes et au monde rural notamment que les grandes communes, mais j'entends bien. Voilà. Juste, je rebondis là-dessus. Alors la ZFE n'a pas été abandonnée par la métropole de Lyon, je tiens à vous le signaler. Et donc la métropole de Lyon, depuis 5 ans, a énormément baissé ses émissions à effet de serre, etc., etc. Donc sur la question de la qualité de l'air intérieur et l'air extérieur, c'est quelque chose qui s'améliore. Mais on pourrait aussi parler... En fait, moi, la question de la santé environnementale, on pourrait parler aussi du plomb, de l'amiante. Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur les 10%, parce que nous, en fait, les enfants, ils font du périple extrascolaire, ils occupent les gymnases scolaires pour faire des activités de club, etc. Donc, ils peuvent y passer quand même beaucoup de temps dans les écoles. Donc voilà. Donc, il y a quand même, en ce moment, je crois qu'il y a une grosse prise de conscience. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de communes de gauche, disons clairement écologistes, qui agissent sur la question des rénovations de bâtiments et rénovations énergétiques. On n'a pas parlé des rues des enfants, Christophe m'en parlait, voilà. Nous, on en a 70 à Lyon. Je vous promets que le bruit baisse, l'accidentologie baisse, la pollution baisse quand on ferme une rue à très grande proximité, ou même quand on apaise justement la circulation automobile. Nous, on a décidé de rouler à 30 km/h dans la ville de Lyon, et bien forcément, il y a déjà moins d'accidents, il y a moins de bruit, etc. etc. Donc c'est encore une volonté publique. Il y a des moyens à mettre en œuvre, notamment à partir du moment où on va toucher le bâti scolaire. Ça c'est clair, à un moment donné, quand on va rénover, et notamment énergétiquement. Nous, très clairement, là, en ce moment, on n'est pas à la dimension de Marseille, hein, mais c'est entre 3 et 7 millions d'euros, une rénovation énergétique. Hein. 3 et 7 millions d'euros, c'est des rénovations vraiment très très importantes et qui sont en plus obligées de se faire en site occupé, ce qu'on appelle en site occupé. Donc je ne vous explique pas les relations avec les enseignants qui sont compliquées, mais voilà, donc c'est vraiment quelque chose sur lequel je pense il y a quand même un engagement, comme pour les cours. Aujourd'hui, les îlots de chaleur que sont les cours, quand on végétalise une cour, il fait moins chaud dans une cour végétalisée que voilà. Moi, c'est pour ça que je suis pour l'éducation dehors. Je pense qu'il faut qu'on pense à d'autres lieux éducatifs que les 4 murs d'une école. Et oui, à un moment donné, il fera moins chaud dans un parc en pleine canicule que dans une école où ça peut monter à 37, 38 avec des enfants qui saignent du nez, etc. etc. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors j'ai la lourde tâche de conclure, mais on me fait signe aussi que le temps qui m'est imparti est très court, donc je vais aller très vite et je vous propose, que je vois qu'il y avait encore des questions, d'aller continuer les questions autour d'un verre au fond de la salle. Quelques informations en guise de conclusion. Donc Toulon en commun existe depuis 2019, hein, c'est un mouvement qui est récent, qui est arrivé en même temps que le printemps marseillais. Et on a beaucoup travaillé sur ces questions, je le disais en introduction, on a avancé des propositions et au début, lors de la précédente campagne, on nous traitait un peu d'utopistes, où on nous disait enfin à Toulon on a toujours fait comme ça, je refais très mal mais vous voyez de qui je veux parler, et pourquoi on irait changer. On se rend compte ce soir qu'il y a 3 exemples où si on met en place ces propositions, on obtient des résultats qui sont nettement supérieur à ce qui pourrait se faire à Toulon. Donc quand on disait qu'on manque d'ambition, c'est vraiment le terme. Maintenant, si on veut avoir cette ambition, on va avoir besoin de vous. Et on va avoir besoin de vous et des personnes qui sont autour de vous, parce qu'à côté, à Toulon, il y a un projet Nauséabond qui se prépare, hein. Vous voyez de quoi je veux parler, et là, l'éducation, ce ne sera pas la même. Et donc, nous, on part du principe, et on le dit à chaque fois, qu'il n'y a pas de fatalité à Toulon,
et qu'il y a une autre façon de gouverner cette ville, mais pour ça, il faut nous donner les clés et nous aider à y accéder. Donc on va avoir besoin que vous reliez le discours autour de vous. Un exemple très rapide pour conclure, hein. On a parlé de mettre le paquet sur l'école publique. À Toulon, on donne 360 000 € chaque année au privé, en plus de ce que la loi l'oblige. Donc là, on n'est pas du tout dans ce qu'on a entendu ce soir, et cet argent-là, on pourrait l'utiliser pour beaucoup d'autres choses. Je ne détaille pas plus que ça. 2 petites informations concernant les dates. Donc, la semaine prochaine, voilà, on se retrouve à Saint-Emus pour l'Assemblée populaire et citoyenne. On a besoin d'avoir du monde, donc parlez-en encore une fois autour de vous. Et puis, donc, au cours de cette assemblée, les groupes de travail thématique qui constituent le socle du programme continuent à travailler. Et donc, on a aussi besoin de travailler sur la question de la sécurité, sur la question du logement, sur la question du transport. Et puisque ce soir, on revient avec plein de propositions pour l'éducation, on a aussi besoin de renforcer le groupe éducation. Donc, si vous voulez venir me voir à la fin de la réunion pour me donner vos coordonnées, on continuera à travailler ensemble. Un grand merci. On se retrouve au fond de la salle.